Bonsoir tout le monde, merci d'être avec nous ce soir. Alors je vous souhaite la bienvenue à notre conférence des grands communicateurs. Merci d'être là. Je sais qu'on a aussi beaucoup de gens qui nous regardent en ligne sur Internet. Merci d'être là aussi et de ne pas regarder le hockey à la place. Mais pour ceux qui sont vraiment intéressés, on fera peut-être des mises à jour du score. Je crois que notre ami Denis pourra s'en charger là-haut. Merci. Ces conférences des grands communicateurs, elles sont organisées grâce à plusieurs partenaires, donc bien sûr la TELUC qui nous accueille dans ses locaux ce soir et qui offre beaucoup de l'infrastructure technique, le canal Savoir qui nous diffuse, et aussi bien sûr le succès est dû au public qui est ici nombreux sur Internet et aux conférenciers qui depuis 7 ans déjà nous font l'honneur de venir chaque mois nous exposer quelques facettes de leur discipline. On leur en est très reconnaissant. Si vous voulez en savoir plus sur la toile des communicateurs, très brièvement, nous sommes un regroupement bénévole de professionnels ou de personnes intéressées dans le monde des communications, et ce à travers toute la francophonie. Si vous voulez en savoir davantage, le plus simple, ce serait d'aller voir notre site internet toile.coop, C-O-O-P. Vous y retrouverez de l'information sur nos activités, vous y retrouverez les archives des conférences passées, le calendrier des futures conférences, et aussi vous aurez la possibilité de vous inscrire à notre liste de diffusion pour être tenu au courant de nos activités. On est aussi présent sur la majorité des médias sociaux, Twitter, Facebook, LinkedIn, il y a des pages de la toile des communicateurs. Et aussi vous inscrire. Cette saison, il reste encore une conférence à venir. Alors, ce sera le 26 mai. Ce sera Steve Proux, journaliste, notamment qui écrit pour Le Voir et qui est journaliste indépendant. Il nous explique pourquoi et comment on fonctionne quand on est journaliste indépendant. Les grands communicateurs reviennent la saison prochaine pour la 8e saison. Quelques personnes ont déjà, même, il y a déjà des noms qui sont déjà confirmés sur. Quelques-uns, je pourrais vous dire. On aura Benoît Gignac, qui est auteur et qui a aussi beaucoup travaillé dans la communication politique, qui viendra nous en parler. Monsieur Samuel Parent nous parlera de marketing interactif. Nous aurons Marianne Sergerie, qui nous parlera des problèmes de cyberdépendance. Et une autre personne aussi, Daniel Thibault, qui est moins que l'auteur de la série Mirador. Donc, on parlera peut-être de son point de vue des relations publiques. Notre conférence de ce soir devrait durer environ 1 heure et sera suivie d'une période de questions que j'animerai. Vous avez aussi, on vous a remis un questionnaire d'évaluation. Prenez le temps d'y répondre, c'est bien important pour nous d'avoir vos commentaires. Sur Internet aussi, vous avez la possibilité de répondre à ce questionnaire. Et vous pouvez aussi inscrire votre adresse de courriel sur le questionnaire. Alors faites-le si vous voulez être tenu au courant de nos activités. On garde l'adresse pour nous, elle n'est pas transmise à qui que ce soit, rassurez-vous. Je commence à avoir assez parlé pour ce soir. Il est temps de vous présenter notre conférencière qui fait le plaisir d'être avec nous ce soir. On la remercie beaucoup. Elle a un grand parcours, beaucoup de cordes à son arc. Permettez-moi d'en citer quelques-unes. On la connaît blogueuse, stratège marketing, auteure d'un ouvrage sur le sujet justement. Elle donne de nombreuses formations, elle donne du coaching, elle donne des conférences. Elle a fondé l'entreprise MindDrop, le logo est ici, dont elle est toujours la présidente et en charge de l'expérience client. Et aussi, elle co-gère le Centre d'entrepreneuriat féminin du Québec. Alors, je lui laisse la parole. Accueillez, s'il vous plaît, comme il se doit, Madame Sylvie. Bonsoir. Ça va? Oui? OK, merci. Bonsoir. Donc, ça me fait plaisir d'être ici ce soir. Je sais que la façon de fonctionner de la toile des grands communicateurs, des grandes communicatrices ce soir, est multimédia. Et ça me fait un grand plaisir, je dois le préciser, parce que j'ai longtemps et je continue de faire la promotion de la web diffusion. Alors, ça me fait plaisir de parler à des gens qui sont pas ici dans la salle, mais je sais que vous êtes avec nous comme si vous étiez présents. Alors, je commence ma conférence immédiatement en vous présentant, si vous voulez, les objectifs que j'ai ce soir. Évidemment, je risque d'être capable de semer une graine dans une terre fertile, puisque vous êtes ici ce soir. Une terre fertile, soit de confirmer vos convictions et influencer pour vous aider à influencer les autres, de toute façon, ou allumer une étincelle qui vous apportera un éclairage nouveau. Et sinon, si vous êtes sceptique, j'espère que je vous donnerai de la matière pour contre-argumenter. Alors, on va commencer de ce pas. Pourquoi le futur s'écrit avec un E?
Alors, le premier E que j'aimerais vous présenter très brièvement, c'est le E pour l'économie globale. L'économie globale qui parle de l'interdépendance des marchés. Hein, on parle d'une petite planète. Je ne m'élaborerai pas trop sur le sujet, mais vous serez d'accord avec moi pour dire que ce qu'on pensait n'était que des mots il n'y a pas si longtemps, c'est maintenant une réalité. La société de consommation s'étend maintenant aux pays émergents. C'est important d'en tenir compte, ça va avoir beaucoup d'influence et c'est déjà commencé puisqu'on a une pression énorme sur les ressources naturelles, humaines et financières. On a aussi l'obligation, à cause de tout cela, de se réinventer puis de miser sur le talent de notre main-d'œuvre, qui est le siège social de l'innovation, ce talent-là. Si on regarde cette pensée, en fait, cette économie globale-là, ça soulève une pensée, la nécessité d'une pensée globale, mais de faire des actions locales, ce qu'on appelle le glocal. Continuons avec le deuxième E, qui est l'économie nouvelle. L'économie nouvelle, c'est vraiment la preuve que la planète est petite. C'est l'interdépendance des marchés. Puis on a eu un réveil absolument brutal en septembre 2008. Est-ce que c'est le début de la fin ou c'est vraiment la fin d'une ère? Il y a clairement un nouveau modèle qui doit émerger de ce chaos-là. Je ne sais pas si vous connaissez Jim Rogers, c'est ce qu'il appelle Investment Bikers, qui est assez original, mais qui disait justement dans une entrevue avec Diane Bérard que lui est convaincu que ce n'est qu'une partie remise. La crise économique va revenir de plus belle. On va avoir quelque chose qui va arriver sur le rebond. Plusieurs économistes le pensent. Et c'est normal. On a réglé un problème avec un plaster, comme on pourrait dire, un diachylon. On a réglé des problèmes avec la dette. Donc, c'est pas difficile de comprendre que ça va revenir. En plus, lui-même le dit, miser ou acheter dans les terres agricoles parce qu'il pense que les denrées alimentaires vont augmenter considérablement. Les règles de marché doivent donc être définies. C'est le déclin de l'Empire américain ou ce que j'appelle la fin des vampires du système. Je vais vous en parler beaucoup ce soir des vampires du système parce que je pense qu'on a besoin de se poser des questions là-dessus. Le néo-capitaliste qui est en train de naître, qui montre ses signes sérieux, qui mène le bal, Obama et Sarkozy. Et en plus, il semble teinté de rose. Yvan Allaire a écrit un livre avec sa conjointe qui s'appelle Black Market Business Blues. Il explique que les actionnaires agissent comme des touristes actuellement en achetant des actions puis en ayant le droit de voter. Puis la moyenne de conservation de ces actions-là, c'est 7 mois et auparavant, c'était 7 ans. C'est clair que c'est maintenant des touristes qui ont causé cette espèce de surchauffement et d'emballement. Et pourquoi je dis qu'il est teinté de rose? Bien, il y a eu un article qui a été écrit sur la bourse en rose, l'affaire en rose, qui disait que les femmes gardaient plus longtemps leurs actions. Alors, peut-être que la nouvelle économie va être teintée de rose. Allons donc voir. Alors, la richesse dans cette nouvelle économie, ça circule directement à partir de l'innovation et non de l'optimisation. C'est important de comprendre la nuance. C'est pourquoi on dit que la richesse est acquise, non pas en perfectionnant le connu, mais en saisissant imparfaitement l'inconnu. Et vous allez voir que ça aura une grosse conséquence sur tout ce qu'on devra faire dans les prochains mois. Ça crée le paradoxe mondial que j'appelle, parce que l'innovation pure, en ce moment, s'oppose à la gestion du risque qui est extrêmement serré. On sait pourquoi. Donc, comment on va faire dans un contexte où on n'a jamais eu autant besoin de bonnes idées, d'innovation, pour prendre des risques, si on doit faire une gestion hyper prudente de tout ce qu'on fait? Alors, on est dans une espèce de paradoxe en ce moment. Donc, on peut ne pas être intéressé par le chaos, mais je vous garantis que le chaos est intéressant à nous et nous le prouve à chaque jour. Donc, pourquoi le futur s'écrit avec un E? Je veux vous parler un peu des cohérences ce soir parce que c'est un thème qui me tient beaucoup à cœur depuis un certain temps. Les cohérences, c'est la contraction de l'économie et de l'écologie en cohérence. Alors, toute la notion d'écologie, ça ne veut pas dire de jeter par terre l'économie, ça veut dire de travailler de façon cohérente. C'est un concept qui a été proposé par Yves Lusignan, qui est prospectiviste et ingénieur, qui est président de Cible Expert, et qui dit que notre défi global est très clair.
En Amérique, on a inventé une société dans un contexte d'abondance de ressources et on doit la réinventer pour un contexte de rareté de ressources. Ceux qui pensent qu'on a le choix, je pense qu'il y a raison, on n'a pas le choix, il faut réinventer notre société. Donc, pour vous parler peut-être un peu rapidement de l'ampleur du défi, par rapport à notre mode de vie actuellement, le mode de vie durable doit produire 10 fois moins de CO2, nécessiter 5 fois moins de ressources, ne plus produire de déchets carrément, être applicable à l'ensemble des citoyens de la planète et, évidemment, les gagnants vont être ceux qui vont s'être les premiers. La pente est énorme. Et là, il y a des belles opportunités pour les entreprises. Est-ce que c'est pas vous? La question est entièrement entre vos mains. Donc, les cohérences, c'est il faut comprendre que les grandes multinationales en ce moment débordent sur d'autres pays. Ils nous ont servi comme état de dépendance avec le sucre, avec la caféine, avec les boissons gazeuses, le tabac, etc., sont en train de faire la même chose dans les pays émergents. L'eau est déjà l'or noir et bientôt la bande passante le sera. On en parle tout à l'heure. Le mouvement est irréversible. La bourse du carbone, la loi sur le développement durable, la pression populaire, c'est clair que les gens sont rendus dans cet état d'esprit-là. Il faut faire quelque chose. Les groupes de pression comme Greenpeace sont alimentés par la conscience collective branchée. Plus les gens ont des moyens de se parler, et plus ils se parlent. Et évidemment, le discours écologique commande une attitude écologique. Éco-facile, c'est une tendance? Oui, d'accord. Le greenwashing, non. C'est une tendance aussi que beaucoup de marketeurs ont malheureusement adoptée pour se maquiller, la mascarade verte qu'on appelle en français. Donc, juste vous parler peut-être des cohérences au féminin. Il y a un rapport des Nations unies qui a été publié en novembre dernier qui révèle que les femmes pollueraient moins que les hommes. Pourquoi? D'abord, plus soucieuses de l'environnement de façon générale. Économiquement défavorisées, elles recyclent plus et mangent moins de viande. C'est un constat, mais c'est un constat quand même. Et les femmes utilisent moins les voitures et les avions. Donc, les cohérences au féminin, de toute évidence, ce n'est pas une blague. Donc, pourquoi le futur s'écrit avec un E? Je vous parlerai maintenant de la notion équitable. Ce que je propose ici, ce n'est pas de faire un beau logo sur un sac de café. C'est bien, c'est correct. Mais la notion d'équitable va beaucoup plus loin que ça. Il y a 3 zones profondes dans notre économie dans lesquelles on doit prendre en compte. Il y a ce que j'appelle ici la biosphère. Vous avez l'humanité et vous avez la société. Remarquez la grosseur des ronds. La société ici prend beaucoup de place au-dessus de l'humanité et de la biosphère. Et quand on parle d'humanité, on parle de consommateurs qui ont une conscience. On parle de faire des achats en fonction de l'utilité. On parle plus du être et on parle aussi beaucoup plus au sens de la collectivité. D'un autre côté, quand on parle de la société, on parle plus du consommateur, d'objets qui peuvent avoir plus dans la futilité, si on peut dire. On est plus dans le paraître et on est plus dans l'individualisme. Et ça, c'est exactement 1500 milliards en pub par année pour nous convaincre de consommer. Alors, la société telle que nous la connaissons en ce moment craque de partout. C'est un combat qui est en train de se faire. Et l'objectif, si on regarde ça qui m'a été prêté par M. Lusignan, si vous regardez ici les croyants, c'est ceux qui ont tout avantage à ce que le statu quo reste tel qu'il est. Alors, ceux qui veulent qu'on reste dans une espèce d'image qu'on ne brise pas, celle du passé, celle que le futur, c'est la suite du présent, puis tout est parfait, tout est beau, puis on fait semblant que rien va mal. Ici, c'est les changeurs, ceux qui croient qu'il faut qu'on fasse les choses différemment. Et au centre, c'est l'intelligence collective qui est animée en ce moment par un rassemblement ou une espèce de synergie qui s'est rarement vue dans l'histoire, parce qu'entre autres, ils ont des moyens de se parler, ces gens-là. Donc, ce qu'on veut ici, c'est d'imaginer qu'à un moment donné, quand cette intelligence collective-là, avec les changeurs, va changer de bord, là, effectivement, les paradigmes vont pouvoir changer. Ce qu'on dit, finalement, c'est que le défi, c'est de mettre la société au service de l'humain, comme ça aurait dû être. Ça a été inventé par l'humain, la société. Et là, c'est rendu, c'est la société qui dicte à l'humain comment être.
Donc, ce qu'il faut viser, c'est un équilibre entre ces choses-là. C'est pour ça que je parle du mot équitable. Il faut arriver à quelque chose où chacune de ces trois sphères-là devienne quelque chose d'égal et en synergie parfaite. Donc, c'est une très belle opportunité pour les entreprises en ce moment, ça aussi. Pourquoi le futur s'écrit avec un E? Côté éthique, maintenant. Alors, c'est sûr que pour être équitable, il faut avoir des notions d'éthique. C'est un sujet extrêmement chaud et épineux depuis un certain temps, n'est-ce pas? Je pense que vous écoutez les mêmes nouvelles que moi. Je pense que le mot, je me suis retenue pour ne pas faire de E, le mot écœurantite aigu des citoyens, et ce, sans discrimination du statut social. Évidemment, quand des Earl Jones de ce monde ou des Madoff volent des riches, là, les riches trouvent que le système n'est pas si bon que ça. Alors, c'est sûr qu'en ce moment, on a besoin de responsabilité sociale, on a besoin de mettre, parce que c'est vraiment une tendance qui a été notée, puis ça va continuer à s'accentuer, c'est le triomphe de la transparence qu'on appelle, et aussi le besoin de l'accès à l'information. Alors, c'est urgent de restaurer le capital de confiance, parce qu'il n'y a rien qui va pouvoir avancer si la confiance des gens n'est pas au rendez-vous. On est dans un capital négatif en ce moment, et ce n'est pas très bon pour faire avancer les bonnes idées. Donc, ce que j'ai dit par rapport à l'éthique, c'est qu'on compare ça un petit peu à la balle d'argent moderne contre les vampires du système. C'est évident que les vampires du système ne peuvent pas fonctionner dans un contexte où l'éthique est mise et valorisée, est mise de l'avant et valorisée. Donc, il y a un juge de la Cour suprême des États-Unis qui disait que la lumière du jour est le meilleur désinfectant qui soit, et je suis assez d'accord avec lui. Et dans ce sens-là, je dis vive les réseaux sociaux, puisque ça nous aide à mettre des choses au grand jour. Donc, parlant des vampires du système, comment les reconnaissez-vous? Quel genre ont-ils? Comment s'habillent-ils? Quelle couleur sont-ils? Quel âge ont-ils? Alors, je vous laisse conclure vous-même qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans les vampires du système. Donc, le troisième, en fait, le sixième E, l'expérience. Alors, je vous parle d'expérience. L'économie d'expérience, c'est vraiment, ça fait partie de la nouvelle économie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'économie d'expérience jumelée à l'économie numérique, c'est des milliards de dollars qui transitent dans ces deux sphères. Et au moment où on se parle de l'économie d'expérience, c'est qualifié, dans le fond, à partir du moment où on parle d'économie d'expérience, on parle d'un niveau élevé de relationnel, de solutions sur mesure et de mieux-être. Donc, l'expérience, c'est un moment clé pour ceux qui ont le souci du détail et qui comprennent la nature du mot mieux-être. Autrement dit, quand on fait affaire avec vous, on se sent mieux après qu'avant. En principe, c'est comme ça que c'est supposé se passer. Donc, l'économie d'expérience, si on fait une différence, tout le monde comprend la différence entre la matière et les produits et la différence entre les produits et le service. Bien, la différence est aussi grande entre les services et l'expérience que le produit et le service. Donc, c'est vraiment une couche supplémentaire dans l'échelle de l'offre qui s'est posée là. Alors, pour vous donner un exemple que j'aime beaucoup, c'est notre président Harley Davidson qui parle de son expérience de style de vie rebelle. Alors, il dit, ce que nous vendons, c'est la possibilité pour un comptable de 43 ans de s'habiller en cuir noir et de se promener à travers de petites villes en ayant des gens qui ont peur, tout en ayant des gens qui ont peur de lui. Alors, il revient le lundi matin au bureau avec sa valise, sa cravate, on va faire son travail de banquier ou de comptable. Alors, il ne parle pas ici de moto, il parle simplement de l'expérience de ce que c'est conduire une Harley Davidson. Alors, c'est un peu une belle image que j'aime bien présenter. Alors, l'expérience, dans le fond, c'est une opportunité qui est axée sur l'humain. Donc, pour créer la culture d'expérience, il faut parler aujourd'hui de l'expérience client, mais il faut combiner ça à l'expérience employée. Alors, c'est deux tandems. En fait, c'est un tandem profitable et indissociable. On ne peut pas avoir d'expérience client si on n'a pas d'expérience employée. Alors, on a monté une conférence avec une collègue à moi, Louise Bourget, sur spécialiste des ressources humaines et moi de la relation client, pour expliquer comment c'est indissociable et à quel point c'est important de s'occuper des deux. L'expérience, dans le fond, c'est un pont aussi, quand on le regarde au sens strict du terme, c'est un pont entre une génération de natifs numériques, ceux qui sont venus au monde avec des bidules dans les mains, et des pensées numérisées,
les immigrants numériques. Alors, cette expérience-là, on ne peut pas avoir beaucoup d'habilité avec les outils technologiques et avoir toute l'expérience non plus. Les plus âgés ont l'expérience, n'ont pas toujours les habilités avec les technologies. Alors, l'expérience, ça devient un pont pour le lien ou le discontinuum qui existe entre ces deux générations-là. Je vais parler ici de maturité et de maturialisme. Le maturialisme, c'est le côté mature du côté matérialisme. Autrement dit, quand on arrive à un moment donné dans notre vie, on a pas mal tout ce qu'on a de besoin. On est rendu plutôt à l'étape où on se débarrasse de tout, puis on veut voyager léger. On arrive à un point où on est mature dans notre côté matérialiste. Alors, ça aussi, dans le fond, c'est propice à créer un pont sur la faille de la fracture numérique parce qu'elle est grande, cette fracture-là. Et je m'aperçois en parlant avec des gens à quel point, des fois, les écarts sont assez surprenants. Alors, la question, c'est de savoir est-ce que vous êtes à la hauteur de ce défi-là. Ça va être les employés de demain et c'est déjà commencé. Je me permets un petit E surprise que j'ai nommé l'égotisme, qui est un mot réel, qui est vraiment basé sur tout ce qui concerne l'individualisme, le moi. Alors, l'égotisme, dans le fond, c'est le culte de l'expérience. Les gens qui veulent vivre des expériences, ils sont dans un mode individualiste extrême. Et je voulais vous montrer une petite image qui me fait bien sourire. Selon les baby boomers, dans le fond, si vous regardez ici, le travail, ça prenait une très, très grosse place dans leur vie, le social et le moi ici, toutes les sphères de leur vie qui tournent alentour de ça. Et si vous regardez, ces trois sphères bien séparées, bien individualisées, bien segmentées. Alors, pour les générations X, Y et c'est l'abolition des frontières. C'est qu'il n'y a plus le travail, d'abord, il y a beaucoup rapetissé, là, comme vous voyez, le social est très grand, puis le moi Inc. Là, au centre, et tous les bidules qui se sont rajoutés à travers tout ça. Et c'est cette espèce de frontière floue qui existe maintenant entre le travail et le social. On ne veut plus avoir de différence. On s'appartient. Il n'y a pas un jeune aujourd'hui qui a le goût de travailler puis dire à quelqu'un « je te donne ma vie et ma loyauté pour 20-25 ans », c'est fini. Ils s'appartiennent. Alors, ça a beaucoup d'influence sur tout ce qu'on va faire au niveau des activités marketing dans le futur. C'est évident. Alors, pourquoi le futur s'écrit avec un E? On pourrait compléter ça avec la notion d'évolution. Evolution, qui était inspirée de Faith Popcorn. Ici, au Québec, on a 3 femmes pour 2 hommes dans les universités. Est-ce que c'est vrai encore ou c'est rendu 4 pour 1? Je ne sais pas, là, les derniers rapports me disaient 3 pour 2. Sauf évidemment dans TI et en génie, dans lequel il y a un manque flagrant de femmes. Le profil des femmes, c'est celui qui a le plus évolué depuis 20 ans. C'est sûr, c'était lui le plus bas, mais bon, c'est quand même lui qui a le plus évolué. Et la question, c'est qui décide dans les achats? On dit que plus de 80% des achats dans les foyers sont faits par les femmes et du 20% qui reste, 50% sont influencés par les femmes. Donc, la question, qui devons-nous convaincre? Je laisse répondre. 91% des femmes disent que les annonceurs ne les comprennent pas. 58% se disent même contrariés. Imaginez. On voit encore en 2010 des annonces de balai Swiffer avec une femme qui n'a pas une couette défaite avec le grand sourire, puis ça passe. Moi, je ne le comprends pas. Mais bon, c'est pas moi qui ai inventé ces chiffres-là, donc j'imagine qu'il y en a qui ne les lisent pas. Les femmes n'achètent pas les marques, elles les joignent. Donc, ne créez pas une marque, mais créez une cause. Et vous allez vous apercevoir assez vite que si vous aidez les femmes à se connecter entre elles, vous les aidez à se connecter avec votre marque. Et dans les entreprises aujourd'hui, ce ne sont pas des directeurs qu'on cherche, mais des connecteurs. Regardez les réseaux sociaux aujourd'hui. Ça, c'est rose. Donc, c'est à dominance féminine. Ici, c'est pas mal égal. Et ici, c'est à dominance masculine. Il y a une étude de l'Université de Californie qui est sortie très, très récemment qui dit que les hommes commencent à délaisser les réseaux sociaux. C'est vraiment dommage parce que je pense que
au moment où le dialogue intelligent peut s'installer, il quitte. Je pense que la période de ce qui est convenu de considérer comme la période de découverte ou de divertissement est terminée pour eux, de toute évidence. Et comme les États-Unis sont toujours un peu en avant de notre temps, c'est sûr que nous, on ne verra pas ça tout de suite. Là, ça va peut-être prendre quelques mois, mais c'est la tendance qui est là. Alors, il y a un nouveau poste qui existe dans les entreprises de plus en plus qui s'appelle le directeur de communauté. Fait qu'il faut s'attendre à avoir beaucoup de femmes occuper ces postes-là dans le futur. C'est ces personnes qui sont responsables de tout ce qui touche la gestion des médias sociaux pour faire la relation avec les communautés. Alors, on va-tu parler de baby boomer ou de lady boomer, d'après vous? Alors, pourquoi le futur s'écrit avec un E? Le QE, le quotient émotionnel. Donc, le quotient intellectuel fait place au quotient émotionnel. De plus en plus, c'est l'élément qui fait la différence. De toute façon, les études se bousculent les unes en arrière des autres pour démontrer que ce qui fait que quelqu'un réussit dans un poste quelconque, c'est le quotient émotionnel, pas le quotient intellectuel. Les valeurs féminines représentent le jardinier, et là, ce n'est pas une question de sexe, entendez-moi bien, mais ce qu'on dit, c'est que les caractéristiques qui définissent les valeurs dites féminines sont, disons, par analogie, l'image du jardinier, le fermier, et les valeurs masculines plus orientées sur le chasseur, le yin et le yang. Ce qui fait dire qu'actuellement, le chasseur fait place au fermier pour toutes sortes de raisons, dont la notion des valeurs fondamentales. Plus on devient conscient du fragile équilibre de la Terre et plus on revient aux valeurs fondamentales, et plus on s'aperçoit que tout va, disons qu'on n'est pas parti dans la bonne direction et plus on doit faire de l'introspection, c'est typiquement relié aux valeurs du fermier ou du jardinier. Cultiver son jardin, quand on cultive son jardin, c'est un peu comme entretenir des relations. Hein? On n'est pas à la chasse, à courir après toutes sortes de choses. On est en train de s'occuper de nos fleurs, etc. C'est vraiment l'analogie pour entretenir des relations. Écouter devient beaucoup plus important que parler. C'est là que la notion du dialogue prend tout son sens à l'ère des réseaux sociaux. Les entreprises, je vais vous en parler plus tard, là, mais la notion du dialogue, c'est quelque chose qui implique deux personnes, mais ça implique surtout d'écouter avant de parler. Donc, l'engagement à sa terre versus conquérir celle des autres, c'est la notion de base. Et la pensée intergénérationnelle. Il y a des gens qui vont suivre après nous. Quand je vous disais que Jim Rogers disait d'acheter des terres agricoles, parce que de toute évidence, le prix des denrées alimentaires va monter, ça me fait penser qu'il n'y a pas longtemps, on a entendu que des Chinois commençaient à acheter des terres agricoles chez nous. Alors, courez, prendre la relève de vos parents ou aller acheter des terres agricoles parce que ça risque de devenir une valeur plus que fondamentale, ça va être crucial. Et la pensée magique, quand je dis la pensée magique, c'est de penser qu'on peut continuer à faire tout ce qu'on a toujours fait, puis ça va bien aller, puis on verra plus tard, on verra plus tard. De toute façon, moi, je vais être mort ou on verra. Donc, pourquoi le futur s'écrit avec un E? L'essence. Et là, je ne parle pas de pétrole. Je tiens à le préciser tout de suite, d'ailleurs, c'est rose. L'essence versus la présence. Alors, la présence, je vous décortique ce mot en 3 étapes. Dans le mot présence, on a le mot pré, qui veut dire avant. On a le mot sens, qui veut dire senti. Et on a le mot essence, qui nous rappelle que la présence, c'est préalable à tout ce qu'on veut faire quand on parle de faire vivre des expériences. C'est d'ailleurs là-dessus que j'ai écrit mon nouveau livre qui s'appelle évidemment le nouveau P du marketing, la présence. Je fais la démonstration que si on injecte de la présence à chacune des étapes, si on prend les 5 P par exemple et qu'on met de la présence, on va avoir des résultats, à mon avis, très différents. Et tout ça grâce à notre nouveau coffre à outils qu'on va parler tout à l'heure. Donc, l'essence, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, le préalable pour le facteur wow. On ne peut pas procurer une expérience à des gens si on n'est pas présent. Donc, si on veut faire mieux, si on veut être unique, si on veut se différencier, il faut être présent. Faire vibrer les cordes sensibles, dans le fond, faire émerger l'humain du consommateur, ça aussi, ça prend de la présence. Et la recherche ultime de l'expérience oubliable, ça prend de la présence. Ça nous oblige à comprendre
les besoins de toutes les générations. C'est peut-être la difficulté la plus grande qu'on a de changer notre perspective de communication de masse à de la communication hyper ciblée parce que chacun des groupes a des besoins très, très différents et des moyens très différents. Et ça nous oblige à écouter avant de parler, comme je le mentionnais tantôt, mais j'insiste parce que c'est très important d'apprendre à écouter. Je pense que c'est le plus grand talon d'Achille actuellement dans les entreprises. L'avenir est hyper relationnel et je vous mets au défi, faites vos paris. Donc, dans une société axée sur la performance à court terme, on mesure les choses tangibles, visibles et prévisibles. On n'a pas appris à mesurer les choses importantes qui sont intangibles, imprévisibles, à la limite. Mais par contre, on est tous d'accord pour dire qu'on accorde de l'attention seulement à ce qui se mesure. Et c'est pour ça que, justement, dans mon livre, j'ai élaboré un indice de présence organisationnelle qui est la somme, si vous voulez, de l'expérience client et de l'expérience employé, qui se traduit par l'indice de présence organisationnelle, c'est-à-dire l'addition de l'indice de présence externe qui s'occupe du client et l'indice de présence interne qui s'occupe de l'employé. Donc, petite formule très scientifique, l'indice de présence organisationnelle égale l'indice de présence externe plus l'indice de présence interne. Alors, cette notion-là, c'est pour aider à mesurer des choses en apparence qui ne se mesurent pas facilement. Alors, en fait, c'est un petit cadeau que je donne aux actionnaires que j'appelle les terroristes de la présence, les aider à mesurer les choses et faire des calculs à la fin du mois. Alors, le futur, c'est qu'avec un E, efficacité. L'efficacité. L'efficacité, c'est dicté par l'évolution. Aujourd'hui, on est capable de faire beaucoup plus avec beaucoup moins. Et on cherche toujours à faire ça de toute façon. Hein? On est rendu, si mon ami Yves était ici, il vous parlerait qu'on n'a plus de place là, pour diminuer la qualité des produits. On est rendu au bas de la gamme. Hein? Les produits ne survivent à peine leur garantie. Et ça, ça veut dire qu'on a fini là, de gagner en efficacité sur ça, sur les coûts. Mais ça veut dire aussi que tous les outils qu'on a actuellement nous permettent de faire des échanges communicationnels beaucoup plus rapides. Tout va plus vite, tout le temps plus vite. Alors ça change beaucoup notre relation avec l'environnement. Et la question aussi des fuseaux horaires, oui, techniquement, il y aura toujours des fuseaux horaires sur la planète, mais dans les faits, à cause de l'ubiquité, finalement, des outils qu'on a actuellement pour communiquer, c'est un peu comme si on avait une limitation de fuseau horaire. Au contraire, on est sur un grand fil continu. Moi, je donne du travail à un ami, mon webmaster, qui était au Vietnam. Alors, quand je lui donne le travail le soir, lui, il travaille le jour, je me lève le lendemain matin, c'est fait. Fait que c'est merveilleux. Et il y a beaucoup de compagnies qui fonctionnent avec aucun arrêt de leur production de cette façon-là. Le temps réel et l'instantanéité fait place, mais en fait, c'est des conditions sine qua non pour être en affaires. Si vous n'êtes pas prêt à ça, si vous n'êtes pas capable de subir la pression d'un client qui va avoir une réponse par courriel rapidement ou d'un retour d'appel, parce que là, on est vraiment multi-canaux. Hein? C'est le téléphone, c'est le courrier, c'est les courriels, c'est le cellulaire. Il faut le dire, ça devient étourdissant. Et à quelque part, être en affaires aujourd'hui, ça veut dire être capable de composer avec cet environnement-là. Tout va plus vite. Transfert de données, transfert d'informations, les services, les produits, tout va plus vite et les gens en demandent encore plus. Donc, efficacité, ça veut dire que les attentes, justement, s'élèvent. C'est la fin de l'ère de l'anonymat. Tout le monde sait que le web s'est construit sur l'anonymat. C'est super le fun de s'appeler Superwoman ou peu importe le nom que vous aviez dans votre surnom. Maintenant, ce n'est plus le cas. Les réseaux sociaux nous mettent à jour et maintenant, c'est au contraire. On en montre plus que nécessaire. C'est aussi, comme je le mentionnais, la nécessité de s'adapter à la vitesse de votre public. On veut des réponses rapides, mais surtout, on veut la vraie réponse tout de suite. Hein, c'est-tu enrageant quand on appelle à quelque part puis on se fait donner la mauvaise information? Et là, on rappelle, on me dit telle affaire. Oh non, madame, ça se peut pas qu'on vous ait dit ça. Ah oui, on me dit ça. Alors là, tu regrettes de ne pas avoir enregistré qu'est-ce qu'il t'a dit ou d'avoir une note. Mais c'est vrai qu'à quelque part, ces réponses-là, on les veut rapidement, mais on les veut surtout vraies du premier coup. Alors,
Les clients ont les moyens d'exiger et ils ont les moyens de faire entendre leur wow et leur pow aussi. Et croyez-moi, ils le font. Le consommateur et le consommateur, celui qui participe, dans le fond, à la livraison de services, il veut être traité intelligemment. Il ne veut pas être obligé de répéter le processus de A jusqu'à Z parce que lui, il est rendu à C ou à D ou à S. Il a tout fait ça tout seul. Quand il arrive et il vous appelle, il veut savoir s'il y a quelqu'un qui peut le prendre là où il est rendu. Il ne veut pas recommencer de A jusqu'à Z. Donc, pourquoi le futur s'écrit avec un E? Les emotions. Alors, les emotions, ça, c'est mon... c'est ce que je promeux depuis très longtemps. J'explique un peu c'est quoi les emotions. C'est la contraction du mot électronique avec le mot émotion, mais aussi j'aurais pu écrire avec le mot motion, qui veut dire mouvement. C'est la nouvelle ère de la conversation qu'on appelle. Je vous montre ce tableau-là, il circule énormément sur le web, mais c'est un tableau qui nous montre à quel point cette ère de conversation-là est riche et aussi, entre guillemets, complexe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on mélange des fois. Ce que les gens appellent les réseaux sociaux, c'est une petite rondelle, si on peut dire, un petit cercle dans tout l'ensemble de l'ère de conversation. Il y a des outils pour discuter, il y a des outils pour être webcasté, il y a toutes sortes de choses qui rentrent dans cette ère de conversation. Donc, ce qui est un petit peu aberrant, c'est que les compagnies sont généralement antisociales. Ils aiment contrôler les conversations. Les communications unidirectionnelles ont toujours fonctionné pour elles. Elles définissent où, quand, comment les clients interagissent avec elles. Alors, pourquoi elles devraient changer? Et l'ère des réseaux sociaux, je l'ai mentionné tantôt, c'est vraiment le dialogue. Donc, avant de pousser des messages, il faut être capable d'écouter ce que nos clients veulent. Et moi, ce que je dis, c'est que les réseaux sociaux, c'est avant tout une façon extraordinaire d'écouter notre clientèle. C'est le pouvoir aussi du dialogue qui change de main. Ce qu'on peut imaginer très facilement, c'est déjà bien commencé, c'est que hier, on partait, disons, d'une communication qui partait d'en haut de l'élite et qui descendait jusqu'en bas. Et là, de plus en plus, ça part de la base et ça s'en va vers le haut. Alors ça change énormément la façon dont les entreprises gèrent aussi au quotidien. Les emotions, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'ère CISOMO. L'ère CISOMO, c'est Kevin Roberts, le président d'une très petite agence qui s'appelle Saatchi Saatchi. C'est une très grosse agence qui résume finalement le CISOMO avec le C pour sight, le SO pour sound et le MO pour motion. Grâce à la vue, au son et au mouvement, tout, selon cette prémisse-là de l'ère CISOMO, il faut vraiment s'en aller vers, disons, la richesse finalement de nos communications et sortir un peu du mode texte, si on peut dire, grâce à la vidéo notamment. Donc, l'objectif numéro 1, c'est de faire de notre marque une marque d'amour, une marque qu'on aime, aimer, et une marque contagieuse. Et je vous dirais que c'est beaucoup plus facile de se rapprocher de nos clients, par exemple avec une vidéo ou une web diffusion ou quoi que ce soit, quand on n'est pas dans un mode statique. Le mouvement, c'est ce qui fait énormément de différence. C'est ce qui fait que les gens ont été si longtemps attirés vers le téléviseur. C'est pas mal moins ennuyant que lire un journal ou de peut-être lire un livre pour certains. En tout cas, c'était moins difficile à faire de s'installer là et ça touche à tous les publics parce qu'il y a des choses qui sont... Il y a plus que 70% de la communication qui est non-verbale, donc ça compte beaucoup. Donc, dans cette ère de emotion-là et de dialogue, je ne peux pas parler du pouvoir de contagion de Twitter et la fascination que ça soulève, parce qu'en 140 caractères, surtout pour nous les francophones, il faut dire que ça prend des fois beaucoup de temps avant d'écrire un message de 140 caractères, parce que nos mots sont plus longs. Quand on commence à vouloir écrire sans faute, hein, ça prend aussi des caractères. Là, tu vois tes caractères qui disparaissent tranquillement pas vite. Alors, c'est pas facile, mais c'est quand même extraordinaire tout ce qu'on peut faire avec ça. C'est vraiment une tendance actuellement, suivre et alerter. Alors, c'est un peu comme le président d'une compagnie aérienne, Jetline, je me souviens plus en tout cas,
il disait qu'il faut voir Twitter comme une espèce de canari. Vous savez, les gens qui allaient dans les mines, ils descendaient avec un petit canari. Quand le canari tombait, il faut monter parce qu'il n'y a plus d'air. Alors, dans le fond, Twitter, c'est un peu comme essayer de voir venir au loin ce qui se passe, une espèce de bruit de fond. Là. Mais c'est quand même important parce que les PAW, les WAR, c'est par là de plus en plus que les gens les transmettent. Mais c'est surtout un pouvoir de contagion extraordinaire. 32 retweets donnent un potentiel de 10 000 contacts générés, c'est pas rien. Donc, c'est exponentiel. En fait, ce futur-là, il y a des conséquences positives et des conséquences négatives parce qu'on a accès à tout, pour tout, n'importe comment. Et c'est vraiment l'ère de la gestion de la réputation à laquelle on fait face actuellement. Et ça, les entreprises n'avaient pas vu ça venir. Ils sont obligés actuellement de se mettre en mode réactif. Et ce qui est dommage, c'est qu'ils continuent de penser, dans le fond, avec les idées d'hier pour travailler avec des outils d'aujourd'hui et de demain. Et ça, pour moi, à quelque part, c'est un petit peu comme un cri d'alarme que je lance parce que c'est une opportunité d'écouter les clients. Et ça, je pense qu'on commence à le comprendre, mais c'est loin d'être compris par toutes les entreprises. Au Québec, on a, peut-être mes statistiques sont un peu en retard, mais il y a à peine un peu plus de 50 % des entreprises qui ont un site Internet. Alors, ça vous en dit long. Donc, le E pour le e-marketing. Donc, le e-marketing, ça veut dire se brancher enfin avec les clients. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, ça, c'est une des bases de mes propos partout dans mon livre, ce dont je parle, et c'est ça le message clé pour moi. Il n'y a pas deux réalités, une qui est virtuelle puis une qui est traditionnelle. Il y a seulement une réalité et c'est celle de vos clients. Donc, les outils technologiques, ça doit servir à soutenir et à créer la relation avec les clients et non pas à la détruire ou à s'éloigner ou à créer une distance avec eux autres. Et en fin de compte, dans un contexte comme celui-là, il n'y a plus aucune excuse pour ne pas parler à ses clients. Les compagnies qui ne le font pas, c'est parce qu'elles ne veulent pas le faire. Si vous regardez l'ensemble ici de toutes les sphères du e-marketing, il y a un cours que je donne de 3 heures juste sur ça. C'est très, très vaste. Il y a beaucoup de choses, donc on ne peut pas expliquer ça dans une conférence d'1 heure, mais c'est pour comprendre que tout ça, finalement, c'est rien d'autre. Et c'est tout ça. C'est votre nouveau coffre à outils relationnel. C'est pour vous aider à vous rapprocher de vos clients, à travailler plus intelligemment, à être plus efficace. Ça implique le e-marketing, ce que j'appelle le e-business. Dans le fond, c'est bien beau de dire on va faire des choses dans l'entreprise, on va envoyer des courriels, on va faire ci, on va faire ça. Mais la plupart des entreprises n'ont même pas intégré les processus de e-business, c'est-à-dire qu'ils ont un système pour parler aux clients, ils ont un système pour faire la comptabilité, ils ont un système pour faire de la gestion de projet, ils ont un système pour... bref, ils sont en gestion complètement décousue dans l'entreprise. Et ça crée énormément de problèmes et de frustrations en termes d'efficacité. Et qui paye au bout du compte? C'est toujours le client. Il a fait un changement d'adresse pour sa carte Mastercard, mais il n'a pas reçu, ça n'a pas été fait dans l'autre département parce que c'est un département qui a une autre base de données. En fin de compte, au moment où on se parle, ça, c'est une urgence aussi dans nos entreprises. Les processus de e-business sont vraiment loin d'être intégrés. Par contre, le e-business aussi, c'est de comprendre le changement de comportement de nos clients. Moi, en fait, ce que je dis, ce n'est pas l'âge Internet, mais l'âge du client roi, qui n'est jamais satisfait. Je vous dirais même que c'est le client empereur, c'est encore pire. Même plus client roi, on parle d'un client empereur. C'est l'ère des communautés d'intérêt versus des territoires physiques. C'est le marketing à vitesse grand V. On parle beaucoup plus de marketing de guérilla, surtout dans l'univers du web. Je donne des cours de référencement, puis tu peux être 5e dans la page d'accueil de Google sur tel mot-clé, puis le lendemain, tu vas être dans la page 2. Ça bouge énormément. Alors, on ne peut pas être là en pensant qu'on fait quelque chose, puis on prend notre pina colada, puis c'est fini. Il faut être en mode continu et réactif dans tout ça.
Et c'est le changement des habitudes médias. C'est pas moi qui l'ai inventé. On n'a qu'à voir le nombre d'heures passées devant l'ordinateur. C'est dépasser maintenant le nombre d'heures devant la télévision. Et c'est pas pour rien que les médias sont en crise actuellement. Je vais vous parler très rapidement du loyalty effect de Frederick Reich qui m'amène souvent à dire à mes clients, écoutez, c'est sûr et certain qu'un client qui vient sur votre site Internet, qu'il quitte avant d'avoir engagé une action, c'est de l'argent que vous perdez. Et ça, c'est ce qu'on appelle le taux de rebond, d'une certaine façon. Il est venu, il a fait un petit tour sur votre page d'accueil, puis pouf, il est parti. On n'a aucune trace, on ne sait pas pourquoi il est parti de toute façon. Alors, ce qu'il dit, lui, dans le Loyalty Effect, c'est que si on pouvait générer à peine 5 % d'augmentation dans la rétention sur le web, c'est-à-dire qu'on pouvait prendre, mettons qu'on a 100 personnes qui ont passé, puis il y en a 60 qui ont quitté, si on pouvait améliorer ça de 5 %, on augmenterait la profitabilité nette de 25 à 95 %. Pourquoi? Parce que les clients qui viennent sur votre site, en général, ce n'est pas un hasard. Et s'ils sont là, c'est parce qu'il y avait un besoin préalable et que vous n'avez pas su y répondre lorsqu'ils sont venus sur votre site Internet. Et ça, c'est dommage parce que généralement, ils ne vont pas revenir, ces gens. Alors, c'est une occasion que vous avez perdue. C'est pour ça qu'il dit que si on peut améliorer ça de 5 %, ça va avoir une incidence directe sur la ligne des profits. Alors, dans votre site Internet, question importante à vous poser. Quand on parle de e-marketing, on ne peut pas éviter de parler de marketing, hein, c'est la base. Il faut gérer sa présence. Alors, vous vous souvenez de cette expression qu'on dit on se fait une première impression dans les 10 premières secondes. Dans un site web, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que la plupart des sites ont à peu près 10 impressions en une seconde. Et ça, pour moi, peut-être pas pour vous autres, mais pour moi, quand j'arrive dans un site Internet et que je ne sais plus où regarder, ça me dérange. Et ça, cette question-là, il faut se la poser par rapport aux objectifs qu'on a dans notre communication. Il faut chercher à faire des pages d'accueil pour les thèmes qu'on vise. En fait, je ne vais pas vous donner un cours de référencement ce soir, mais c'est juste de comprendre que dans la notion de e-marketing, c'est de gérer sa présence intelligemment. Donc, c'est de comprendre le comportement de votre consommateur dans Internet. C'est d'apprendre à gérer des bases de données, d'en faire une utilisation adéquate, d'établir une relation interactive avec votre public en éliminant, si on veut, l'anonymat, c'est de s'en aller plus vers le 1 à 1, si on peut dire. C'est de maîtriser les outils qui vous permettent d'ajouter le facteur humain, notamment la vidéo ou pourquoi pas parler avec Skype en direct avec vos clients. C'est aussi d'éliminer, si on veut, les frontières physiques et de saisir le pouvoir de la globalité instantanée. Donc, le futur, c'est une question d'équilibre. Si vous regardez ici, tout ce que je vous ai parlé avec les E qui sont ici, on a une drôle de couleur sur l'écran, mais ils sont gris, c'est des tendances. Les tendances, à quoi ça sert quand on fait du marketing? Ça sert à comprendre là où nos clients sont rendus, vers où ils s'en vont, puis de se préparer parce que demain, on sait que ce ne sera pas comme hier, d'une part. Donc, ça, c'est des tendances que je vous ai présentées. Ici, je vous ai présenté, dans le fond, je les ai mis en rose là, parce que c'est clairement très féminin comme tendance, mais c'est surtout des habilités qu'il faut apprendre à développer. Et c'est des habilités qui sont axées sur le relationnel. C'est pour ça que j'ai mis rose, parce que le relationnel, c'est vraiment caractérisé par les valeurs féminines. Et ça, ici, c'est des compétences. Tout le monde ne peut pas avoir des compétences, c'est sûr. On ne peut pas tous être bons dans tout. Mais si vous n'apprenez pas à développer ces compétences-là, il va falloir que vous appreniez à les acquérir via des gens qui possèdent ces connaissances-là, parce que c'est essentiel pour réussir en affaires aujourd'hui. C'est un incontournable. Donc, l'objectif, finalement, pour moi, quand je regardais tout ça, je me disais, ce qu'il faut faire, dans le fond, c'est émerger. Et j'hésitais avec le mot « faire l'éloge de l'excellence », parce que la réalité aujourd'hui, c'est qu'on a un retard absolument incroyable au Québec, particulièrement, sur beaucoup de niveaux, particulièrement avec l'aspect du numérique, là, des nouvelles technologies. Et je me disais, comment on fait émerger notre plein potentiel? Donc, je dis avec l'éveil. L'éveil, c'est une urgence et une opportunité pour tous les marketeurs et les communicateurs québécois. C'est un cri du cœur que je vous lance. Dans le fond, d'utiliser les réseaux sociaux comme une antenne.
d'apprendre vraiment à vous en servir d'une manière intelligente pour comprendre ce que les gens disent, de prendre les devants du mouvement du marketing lucide, que j'appelle, de nourrir la toile de contenu intelligent et à valeur ajoutée. Moi, quand je tape dans Google et que je vois des choses qui arrivent de la France ou qui arrivent des États-Unis, je me dis, bien, il est où notre contenu à nous? Qui va le créer? On va attendre que les autres le fassent. Alors, c'est à nous de le créer, ce contenu-là. Et de s'inspirer, au lieu de copier le modèle américain puis de valoriser notre culture en osant mettre de l'avant des modèles innovateurs. Actuellement, ce que je note, c'est dès que ça vient des États-Unis, c'est « wow ». Alors que tellement de choses qui ont été inventées ici, vous n'avez même pas idée. J'ai même eu l'occasion de travailler et d'être impliqué dans une compagnie qui avait inventé Skype avant qu'il soit, ce qu'il soit, mais on n'a pas réussi parce qu'on n'avait pas de financement. Donc, c'est clair qu'il y a quelque chose qui fonctionne difficilement dans notre culture. Et de s'élever collectivement et de mettre en valeur notre terroir à chaque occasion. Je pense qu'il y a des gens qui commencent à faire ce travail-là d'une manière particulière. De parler pour dire quelque chose et d'arrêter ce cercle vicieux du pense-petit. C'est un peu à ce que je faisais référence quand ça vient des États-Unis ou quand il y a quelqu'un qui écrit un livre ou qui fait une conférence parce qu'il vient des États-Unis. C'est un peu... on est un peu drôle là-dessus collectivement. Aussi d'aider les clients à relever le défi de l'incohérence. Si on est marketeur et communicateur, je pense qu'on a un pouvoir. Et ce pouvoir-là, je pourrais aller lire un des blogs justement de M. Lusignan sur le prototype de société québécoise. C'est extrêmement mobilisant et ça donne le goût de suivre le mouvement. De mettre du rose dans vos stratégies de développement pour revaloriser la relation avec les clients. Pour moi, ça, c'est indiscutable, non négociable. Donc, le futur appartient à ceux et à celles, j'aurais dû ici, qui seront capables d'échanger des idées, des produits et des services plus vite et mieux que leurs rivales, qui seront capables d'établir et d'entretenir des relations durables avec tous les acteurs dans l'entreprise, qui sont capables d'avoir un dialogue continu et soutenu par de bonnes intentions, les bonnes intentions, et ceux qui pourront adapter leurs offres aux défis collectifs qui nous attendent comme société. Alors, je vous donne quelques petits conseils. Convertissez-vous urgemment aux outils technologiques afin de mieux circuler dans la nouvelle économie. Devenez des acteurs de la toile afin de la faire évoluer en fonction de vos besoins. Cherchez vos communautés d'intérêt plutôt que vos marchés géographiques et comprenez le comportement d'achat virtuel de vos clients et profitez du facteur humain dans le net, donnez un usage à vos communications. Donc, en conclusion, la recette, c'est la combinaison de la créativité, de l'intelligence émotionnelle et de l'usage des technologies. Et je vous dirais, apprenez l'écoute, ensuite dialoguez, proposez des solutions sur mesure, des produits qui vont survivre avant l'échéance de leur garantie de grâce. Alors, je vous dirais, juste peut-être pour faire un petit lien là, sur tout ça, la démarche que je fais dans l'entreprise, d'abord, est axée sur l'idéation d'affaires, c'est de remettre en question à peu près tout ce qui se fait au niveau de l'offre, des prix. On passe vraiment les 5 P. Et j'aide les entreprises à bâtir leur capital de présence, leur présence sur le net et leur présence dans le cœur de leurs clients. Évidemment, grâce aux outils technologiques que je connais quand même très bien. L'objectif, c'est l'expérience client. Donc, j'ai mon blog qui est facile à retenir, c'est vivedar.net. Et j'ai mon livre, d'ailleurs, qui sera disponible à la sortie. Va vous accueillir s'il y en a qui sont intéressés. Et j'ai aussi une collaboration depuis déjà plusieurs mois. En fait, ça fait plusieurs années que je donne la formation au Centre d'entrepreneurs féminins du Québec. Et j'ai des formations qui sont offertes. Et il y en a d'autres, elles ne sont pas toutes là. Il y a Mme Brouillet aussi, une conférence sur la vente et comment facturer mes services. Et ça vous aide finalement à comprendre cet univers-là, qu'on parle de référencement ou qu'on parle de réseaux sociaux ou qu'on parle de marketing. Alors, j'espère que ça a été instructif. Je pense qu'on est rendu à la période de questions. Effectivement, alors merci beaucoup. Je pense qu'on peut l'applaudir pour... Merci pour cet éclairage. C'est difficile.
l'éclairage que vous avez apporté sur cette Ah, OK. problématique. Là, c'est- On a le temps de prendre plusieurs questions, soit dans la salle, soit sur Internet. Dans la salle, je vous demandais de me faire signe que vous puissiez utiliser le micro pour le bénéfice de tous les gens qui nous écoutent de loin. Sur Internet, vous avez aussi comment poser des questions à notre mon collaborateur Denis qui est au fond de la salle. Denis, est-ce qu'on commence par une question par Internet? Oui, on aimerait en connaître davantage sur la notion de marketing lucide, s'il vous plaît. En fait, le marketing lucide, c'est le terme que j'ai donné au marketing qui est axé sur la présence, c'est-à-dire un marketing qui prend en compte la lecture de l'environnement, qui prend en compte le besoin de l'autre. Et c'est un terme qui va être, d'après moi, beaucoup utilisé dans le futur. D'ailleurs, plus on va parler de marketing d'écohérence, qu'on va parler de marketing avec l'approche du développement durable, etc., plus on va parler de... Alors, c'est dans ce... Oui, il y avait un autre... Oui, je peux y aller avec une deuxième question. Vous avez fait référence à M. Lusignan. Est-ce que vous avez l'adresse de son blog? Oui, ça s'appelle écohérence.ca. Je vais l'inscrire pour les gens. Merci. Peut-être pour lancer le pas, moi aussi j'aurais une question en vous écoutant. Vous parliez de créer une histoire d'amour avec les marques pour réussir comme ça. Je sais que c'est facile quand on a des belles marques comme Harley Davidson, Apple et tout ça, mais comment on peut faire pour établir cette relation-là quand on vend des produits de base, des produits domestiques, des couches pour enfants, des balais, des Swiffer? OK, là, on est en train de parler de produits de commodité, quelque part. Là. Bon, c'est sûr que si vous prenez l'exemple de Swiffer, c'est un drôle d'exemple, parce que justement, je disais tantôt comment est-ce qu'il semble que Swiffer, je pense que c'est Johnson & Johnson qui fait ses annonces avec la femme qui a l'air très heureuse de passer de balai. Fait que de toute évidence, eux autres, ils s'y prennent comme ça pour créer la relation d'amour, là, mais c'est pas tout à fait ça que je veux dire. Mais c'est clair que quand on parle de produits de commodité, ce qu'il faut faire pour créer une marque d'amour, dans le fond, c'est une marque qui ne déçoit pas, dans le fond. C'est que si moi, je consomme ce produit-là, je sais que je vais être satisfaite à chaque fois et que la promesse qui m'a été faite est bien tenue. Et ultimement, on ne peut pas créer une marque d'amour du jour au lendemain. Là. Il y a un capital de sympathie qui se crée, il y a une espèce de confiance qu'il va falloir que s'établisse. C'est pour ça que toute la notion du marketing lucide, la présence, ça implique de tenir en compte, si les entreprises se mettent à développer des produits qui sont 100% développés par leurs propres clients, un peu comme, j'aime beaucoup l'annonce de Windows 7 qui dit, quand les gens qui parlent disent « Ah, c'était mon idée hein? ». Ils ont tous bâti leur campagne publicitaire sur ce. Et ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que des entreprises qui écoutent leurs clients vont développer des produits qui correspondent aux attentes de leurs clients. Et ce faisant, il y a une relation qui va se créer avec l'entreprise. Et c'est vrai que c'est vraiment la base de la loyauté. Quand on est loyal, on peut dire qu'on est rendu en amour avec notre entreprise. Autrement dit, j'ai un petit chapitre, pas un chapitre, mais quelques paragraphes justement sur ça. Je dis, arrêtez de séduire vos clients et demandez-les en mariage. Et pour demander quelqu'un en mariage, c'est une notion d'engagement qui est très forte. Pour arriver à ce niveau d'engagement-là, il faut être à la hauteur de cette relation-là. Et c'est ça la base. Qu'on soit petit, gros, c'est pas important. Parce que si on commence en entreprise, parce que je vois un visage qui commence des business, comme on dit, et commence en affaires, commencez sur le bon pied. Et graduellement, les clients qui vont être contents, plus vous avez des clients contents et plus ils vont en parler aux autres. On ne peut pas se permettre aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, d'avoir des entreprises de qui on parle en mal de tout. C'est ça que je veux dire par marque d'amour. Merci. Je sais qu'on a plusieurs questions par Internet. Denis, sinon dans la salle, faites-moi signe, puis je vous apporterai. Est-ce que votre livre couvre les concepts expliqués ce soir à votre conférence? Écoutez, c'est moi, hein, ça transpire moi. Mais je vous dirais que les concepts, tous les concepts reliés à la présence, à la notion des outils technologiques, comprendre l'utilisation des outils technologiques, comprendre comment on construit l'indice de présence, tout ça, c'est la base du livre. Parce que le sous-titre du livre, c'est redéfinir les relations avec les clients à l'ère numérique. Donc, oups, je pense, OK. Donc, c'est clair que je parle de tout ce qu'il faut pour établir la relation avec les clients dans le contexte des nouvelles technologies.
Y a-t-il d'autres? Oui, je vais en poser une avant que madame puisse intervenir par la suite. À combien évaluez-vous le temps de présence minimale sur les réseaux sociaux pour une petite entreprise? Ça, c'est toujours la première question qu'on me pose dans mes cours. Ça va-tu prendre du temps, ça, là? Il y a, il y a un gros boom à donner, je dirais, au début là, pour établir sa présence. Mais c'est un peu comme lire ses journaux le matin. C'est qu'à un moment donné, si on prend l'habitude, surtout qu'il y a beaucoup de plateformes qui existent en ce moment pour gérer à partir d'un seul endroit ou de deux peut-être tous vos points de contact, par exemple LinkedIn, Facebook, votre blog ou même Twitter. Et une fois que vous prenez l'habitude de faire vos suivis, quand vous vous levez le matin, un peu comme vos courriels, vous allez voir qu'est-ce qui s'est dit. Il y a des outils qui existent pour faire de la veille. Et à partir de là, c'est pas de tant d'ouvrage que ça, évidemment, à moins que vous soyez une grosse entreprise. Mais c'est pour ça que dans ce temps-là, il y a des postes qui existent à temps plein pour faire ce travail-là. Mais dans une petite entreprise, c'est de prendre l'habitude de participer, de regarder, de surtout mettre ses antennes. Et ça me fera plaisir d'en parler plus en détail avec ces gens-là, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Vous aviez une question? Tu sais que le Québec est en retard. Oui. Quels sont les pays qui ne sont pas en retard par rapport aux États-Unis? Bien, disons que la Les France, pays émergents. l'Europe, de façon générale, sont extrêmement branchés. Je ne sais pas si c'est la densité de la population ou quoi, mais bon, ils ont compris déjà depuis un bon moment là, cette notion d'être branché. Il y a même une banque virtuelle, moi, qui me fait où on fait banking avec notre conseiller en avant de nous de façon virtuelle, par visio. Mais je dirais que quand je dis qu'on est en retard, on est en retard aussi au Canada. Mais on a une particularité, je veux dire, on est un pays bilingue, en tout cas une province assurément bilingue, qui est l'anglais et le français. Et force est de constater que pour nous, on a compris avec tout l'univers Internet que si on veut avoir des outils, des choses intéressantes, il faut lire l'anglais. Parce que sinon, on a accès à très peu de contenu intéressant. Mais c'est une super opportunité pour nous d'en créer du contenu. C'est ça que je passe aussi comme message. On a tendance à penser que, d'abord, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on disait que 50% de la toile, le contenu de la toile a été créé par des gens qui avaient moins de 20 ans. C'est un peu rare quand on y pense. Là. Mais il y a une belle opportunité pour créer du contenu intelligent. C'est pour ça que toute la notion d'écrire des blogs ou de participer aux discussions, etc., ça devient de plus en plus critique, à mon avis, pour qu'on puisse prendre notre place et ne pas se faire imposer les modèles d'ailleurs. C'est sûr que c'est un grand défi là, dans un contexte de mondialisation. On est comme une petite gang là, par rapport à tout l'ensemble de l'univers, mais on est capable de faire quelque chose, à mon avis. On se prend en main là-dessus. Avez-vous l'impression d'être constamment en mode veille? Oui, ça c'est très épuisant, surtout que moi j'ai beaucoup de sujets de prédilection. Je veille sur le marketing, le e-marketing, les réseaux sociaux, le référencement. Je dois dire que ça fait partie de mon travail, de mes intérêts. De toute façon, je ne ferais pas ça si je n'avais pas une passion, mais c'est très exigeant. Mais il faut apprendre à travailler quand on fait de la veille parce qu'on souffre, j'en ai pas parlé parce que j'avais 1 heure seulement, là, mais on est dans un contexte d'infobésité, surplus d'informations en ce moment. Et cette notion d'information-là, non seulement elle est en quantité au-delà de ce qu'on peut ingurgiter, elle est de qualité discutable parfois, mais ce qui est surtout un peu embêtant, c'est qu'avec les Twitter de ce monde, on se fait retweeter la même information à peu près 50 fois sur un format différent. Et ça, personnellement, je trouve ça difficile. Alors, moi, je me fais un point d'honneur de retransmettre de l'information que j'ai remâchée, à laquelle j'ai apporté une valeur. Je n'aime pas cette notion de retweeter. Des fois, oui, si c'est bien et que ça peut être pris intégralement, ça vaut peut-être la peine de le passer. Mais force est de constater qu'en ce moment, on est un peu dans une espèce d'inceste. Tout le monde se suit, on se suit, on se suit. Là, fait qu'on on se repasse toute la même information et ça me dérange un petit peu. Je me dégage des fois un peu par en arrière, comme on dit, je prends du recul pour aller puiser à d'autres sources et surtout de créer du contenu à valeur ajoutée. Sinon, on fait juste répéter ce que les autres font et ça ne donne pas grand-chose tant qu'à moi. Une question ici.
Bien, merci pour cet éclairage que vous nous avez apporté. Vous ne vous sentez pas trop menacé comme homme? Non, ça va. En fait, j'avais 2 questions. La première, c'est que, en fait, dans mon entreprise, on est à se questionner justement à notre présence sur le web, dans les réseaux sociaux. Puis une des choses qui nous faisait un peu peur, c'est comment on peut s'y prendre lorsqu'il y a des commentaires négatifs qui apparaissent. Ma deuxième question, c'était, vous êtes souvent revenu sur l'expérience client, mais j'ai l'impression que vous avez un peu moins parlé que de l'expérience employé. Donc, je ne sais pas si vous pourriez, donner quelques outils ou quelques pistes là, Oui. En fait, quand je parlais tout à l'heure de l'expérience employée versus l'expérience client, justement, j'ai travaillé ce concept-là avec qui est spécialiste des ressources humaines. Et ce qu'on faisait comme constat, en fait, c'était dans le cadre d'une consultation, on s'est aperçu que c'était la même chose. Quand on faisait les moments de vérité dans l'expérience, c'est le principe des moments de vérité, là, on sépare à chaque étape d'un service les moments clés, ou on appelle ça les moments de vérité. Et on a reproduit les mêmes moments pour l'expérience employée. C'est exactement la même chose. Il y a la phase de séduction. D'ailleurs, on parle beaucoup de marque employeur en ce moment. La phase de séduction. Après ça, il y a la phase de validation où là, on essaie de voir, coudonc, ce qu'on m'a promis, c'est-tu ce qu'on me livre? Donc, cette espèce de période de lune de miel, là, comme client dans les 6 premiers mois. Ça va très, très bien comme employé les 6 premiers mois. Des fois, ça ne va pas bien, mais disons que c'est la lune de miel. Ensuite, c'est des moments où on va créer cette espèce de capital de confiance qui va créer ultimement la loyauté jusqu'à temps qu'on arrive à la période décisive, on renouvelle le contrat ou on a une évaluation de rendement et que là, on dit, je continue, je m'arrête et on repart le processus. Alors, c'est tout un processus qui est exactement collé aux mêmes étapes, avec des termes différents, certes, mais avec la même logique en arrière. En fait, ce qu'il faut comprendre dans l'expérience employée, c'est que nos employés sont nos premiers clients. Et surtout à l'heure des réseaux sociaux. Parce que vous parliez de commentaires négatifs tantôt. Ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y a beaucoup des campagnes de salissage qui partent des employés qui sont fâchés. Souvent. Alors, ce qu'il faut faire quand on a un mauvais commentaire, il faut d'abord l'analyser pour ce qu'il est. Est-ce que c'est un commentaire parmi 100 positifs ou c'est une tendance de fond? À ce moment-là, il faut faire la part des choses, c'est clair, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu, mais des fois, il y en a qui déclenchent le feu, on appelle ça des pyromanes, là, dans un terme plus scientifique ou criminel. Mais c'est clair qu'il n'y a pas de fumée sans feu généralement. Puis, c'est de savoir d'où vient ce commentaire-là le plus possible. Mais à chaque fois que quelqu'un vous fait un mauvais commentaire, l'important, c'est d'essayer d'établir le dialogue avec cette personne. Parce que ça coupe l'herbe sous le pied. Si la personne n'est pas... Il y a tellement de beaux exemples qui commencent à émerger. Là. C'est encore une fois beaucoup aux États-Unis, là, mais des compagnies qui vont saisir la balle au bon quand il y a un mauvais commentaire, puis qui prennent vraiment l'initiative de parler avec les clients puis de régler le problème avant qu'ils s'enveniment. C'est pour ça qu'on parle de gestion de réputation. D'autres questions? Oui, vous semblez apprécier beaucoup un outil comme Twitter. À quoi pourrait ressembler l'après-Twitter, selon vous? Là, vous faites appel à mes qualités de prospectiviste. L'après-Twitter, écoutez, moi, on parlait de ça justement avec une amie. Ça fait au moins trois fois depuis quelques jours où le système de Twitter ne répond même pas à la demande. De toute évidence, il y a quelque chose qui est en train d'arriver à sa limite. Là. Ils vont probablement rajouter des serveurs, je ne sais pas trop, là, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que il y a quelques mois, c'était 3 millions de tweets par jour. On est rendu à 50 millions de tweets par jour. C'est 600 tweets à la seconde. Okay? C'est énorme. Et à un moment donné, je pense qu'il va y avoir encore là, c'est comme là, il y a un effet d'engouement. On est dans une espèce de vague où ce que les gens essaient puis voient qu'est-ce que ça donne. Mais ça va d'après moi, ça va devenir l'outil qui doit être. C'est-à-dire que si on parle de communication instantanée, parce que c'est ça que c'est Twitter, parce que le plus grand avantage de Twitter, dans le message SMS, hein, donc on peut être assis à attendre l'autobus au coin de la rue puis dire « il y a un accident au coin de Saint-Urbain-Saint-Laurent », puis pouf, tout le monde le sait sur notre réseau. Hein, donc, cette notion-là d'instantanéité, elle va rester. Je ne sais pas si ça va s'appeler Twitter ou arrête de me tweeter ou je ne sais pas quoi.
Mais c'est clair qu'il va y avoir aussi de l'épurage aussi par rapport à ceux qui nous suivent ou à ceux qu'on suit. Pour le moment, on a tendance à vouloir suivre tout le monde, puis espèce de ah, moi, mon réseau, il est gros, mais non, on s'oriente de plus en plus vers la qualité des contacts. Ça ne sert à rien d'avoir 500 contacts dans LinkedIn si c'est des gens qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam, qu'on ne reconnaîtrait même pas sur la rue, puis qui nous donnent une référence. L'idée des relations, c'est d'avoir des relations de qualité, généralement. C'est sûr que c'est intéressant pour se faire un beau carnet d'adresses, puis faire sa publicité, puis etc., etc. Mais tous ces outils de relations-là, il faut faire une différence entre ça puis des listes d'envoi pour faire des annonces. Et c'est là que je pense qu'il y a une différence qui va se créer avec le temps. On va maturer, je pense, dans l'utilisation de ces réseaux. Je sens qu'il y a des gens qui écrivent, mais les questions ne sont pas encore rentrées. Je ne sais pas si Dominique veut soit prendre le relais dans Oui, il y a l'intérieur. quelqu'un On qui a a une la main question levée. ici, d'accord. monsieur. Bonsoir, j'ai malheureusement manqué le début de votre présentation. Ah, mais je suis triste pour vous. Je veux juste revenir à la notion de client interne, client externe. Moi, ce qui me fait faire, comme consommateur, ce qui me fait faire un wow, c'est beaucoup plus la relation que je vais avoir, le service finalement, que ce soit, bon, virtuel, c'est moins palpable, mais physiquement, lorsqu'on va en magasin, en entreprise ou peu importe. Donc, je dirais que c'est soit 60-70%, c'est le service qu'on va me donner, la qualité des informations que je vais recevoir. Oui, le produit en soi, mais ça passe en deuxième souvent. Un produit de qualité correcte, ce qui va me faire faire un wow, c'est le service. Je fais le lien avec le client interne qui est l'employé finalement, où tout, maintenant, c'est le bottom line qui est important pour les entreprises. L'employé, souvent, les employés ont beaucoup de pression. C'est dû, entre autres, beaucoup à la mondialisation. Bon, je ne partirai pas le débat sur ça, mais tout va vite. Et où l'équilibre? Où avez-vous des conseils, des trucs à savoir? Les employés ont de la pression, ils ont moins le temps, ils n'ont pas le temps, tout va vite maintenant. La pression vient d'en haut, elle descend jusqu'en bas. Ma question est un peu vague, mais en fait, Je pense que je la devine. la question de fond est à savoir où on s'en va d'une part avec ça, et d'autre part, on sait qu'on ne fait plus des frigos qui durent 50 ans. Donc, pour moi, la valeur ajoutée, elle vient beaucoup de la relation client. On demande à l'employé deux choses qui, pour moi, sont comme une double contrainte. On lui demande de bien s'occuper du client, mais en même temps, il y a beaucoup de pression à performer. Il n'y a pas le temps parce que les mandats ils débordent de mandats. Alors, où on trouve l'équilibre là-dedans pour avoir une entreprise qui est efficace, des employés heureux, donc bref, le Modèle parfait. le modèle parfait. Ouais, je dirais section de. En fait, je dirais que c'est pour ça qu'on crie à l'urgence. En tout cas, je parle beaucoup dans le contexte de l'expérience employée, de l'expérience client, c'est qu'on crie à l'urgence parce que, de toute évidence, effectivement, il y a un paradoxe énorme qui est en train de se produire, c'est que la pyramide des âges, de la manière qu'elle est arrangée en ce moment, est presque à l'envers. Et on va avoir moins de main-d'œuvre pour des clients plus exigeants qui ont de l'argent, entre guillemets, dans les poches. Donc là, à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Alors, outre ça, il y a le modèle, justement, des cellules d'écohérence qui vont proposer des modèles par grappe industrielle qui vont s'orienter sur des produits plus durables avec plus des pièces de rechange, etc. C'est qu'il faut changer notre modèle de base de notre économie de transformation puis de choses. Et ce que je dirais par-dessus tout ça, ce que je parlais tantôt, c'est que le grand problème actuellement, c'est que les entreprises ont mis beaucoup d'argent dans les infrastructures informatiques et ces structures-là n'ont pas suivi. C'est que ça coûte tellement cher à les implanter que pour la plupart, elles sont déjà désuètes. Elles ont de la misère à se connecter avec les choses, parce que des choses qui ont été payées il y a 5-10 ans qui coûtent le dixième du prix aujourd'hui. Et en plus, 10 fois plus efficace. Et ces grandes entreprises-là, ou même les moyennes, hésitent à faire ces investissements-là parce qu'il y a un coût, il y a un coût de déboursement à faire.
Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le consomme-acteur, celui qui participe à la prestation de service, il veut le faire tout seul. Moi, je suis genre très autonome, là. Hein, on est rendu qu'on va à l'épicerie puis on passe nos affaires tout seul. On va au libre-service, on se sert tout seul. Partout où on va, quand l'option de se servir soi-même est là, moi, je suis le genre de client qui va faire ça parce que je veux que ça aille vite, parce que je n'aurai pas personne après qui me peigne, je le fais tout seul. Fait que dans le fond, tant que je suis capable de le faire, ça va bien. Le problème, c'est quand on n'est plus capable de le faire soi-même ou on n'est pas capable de le faire soi-même. On veut quelqu'un qui nous aide à le faire. Et c'est là que ça manque, là. Il y a comme, si les entreprises s'informatisent, s'équipent dans les entreprises avec un bon site Internet qui fait le travail qu'ils doivent faire, s'ils ont les structures à l'interne qui permettent de répondre rapidement aux questions des clients, etc., bien, ils vont dégorger finalement cette espèce de demande qui ne cesse de gonfler avec moins de personnel. Et les gens qui vont avoir là vont avoir les compétences pour répondre à ces questions-là. Et c'est là qu'il faut aller, parce que c'est clair qu'on ne peut pas continuer comme on fait là. C'est ça le cri d'alarme qu'on fait actuellement. Il y en a qui ont encore des beaux jours devant eux, qui en profitent, parce que c'est clair que tout le monde va y passer, que ce soit le secteur manufacturier, les gens dans l'industrie des vidéos sont déjà dans cette espèce de nécessité de gérer le capital humain d'une façon intelligente pour que c'est leur valeur. Alors, ils ont de la misère à les recruter, ces gens-là. Et là, on ne parle pas de service à la clientèle. Ces gens-là n'ont presque pas de contact avec les clients. La plupart, c'est des développeurs. Mais ce que je veux dire, c'est que chaque industrie a ses propres défis, c'est clair. Mais toutes les industries vont avoir des défis, peu importe où elles sont. Alors, la question à se poser en ce moment, c'est de savoir, j'attends à quelle heure pour commencer? J'attends quoi? J'attends-tu d'être en crise, d'être sur le bord de la faillite? J'attends-tu de remettre mes clés à quelqu'un? J'attends quoi pour bouger? Et il y en a une panoplie d'entreprises qui sont vraiment, mais vraiment dans un statu quo qui est alarmant, honnêtement. Puis moi, ça me fait peur parce que j'ai encore beaucoup d'années à travailler, puis je regarde tout ça, puis je me dis, on n'y arrivera pas si on ne se relève pas les manches tout de suite. On est en train on voit tout ce qui se passe. Je veux dire, ce que je vous ai parlé ce soir, tout le monde est capable de faire cette lecture-là. Là. Je ne suis pas un être venu d'ailleurs. Là. C'est là, juste à le prendre, à l'interpréter, puis à dire, bien, coudonc, il se passe quelque chose, c'est évident. Alors, dans votre question, il y a une peur que je sens, puis qui est tout à fait légitime, mais il y a des solutions, à mon avis. Puis, malheureusement, c'est déjà un constat. C'est criant. Il y a des humains qui souffrent beaucoup présentement. Les statistiques de burn-out, stress au travail sont alarmantes. Ça va ensemble, parce que si on a une main-d'œuvre difficile à recruter, puis qu'en plus on a des gens au burn-out parce qu'ils ne sont pas heureux au travail, c'est un cercle vicieux, on ne s'en sort pas. Donc, c'est pour ça que c'est important de penser à l'expérience client et l'expérience employé, parce que c'est vraiment un tango maintenant dans l'univers dans lequel on vit. Les jeunes, là, je vais vous dire honnêtement, on a eu beaucoup de discussions là-dessus. J'ai fait mon blog justement sur la fracture numérique cette semaine. C'est fou comment leur pensée est en même temps globale, puis comment ils sont capables de chatter sur quelqu'un qui est assis à la chaise à côté d'eux autres, même s'ils pouvaient leur parler. Ils sont constamment dans ce mode-là, puis il y a l'autre génération qui a de la misère à embarquer, qui pense encore que le web, c'est quelque chose de quasiment une bête, quasiment le démon, là, tu sais. Donc, c'est vraiment de réaliser que ces outils-là, maintenant, sont là pour rester, mais sont surtout là pour nous aider à faire du travail de manière plus efficace, plus optimale, pour qu'ultimement, le client puisse être le plus autonome possible dans sa prestation de service. Et quand c'est plus possible, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui prend la pôle et qui intervient. Je pense que c'est tout à fait possible et toutes les entreprises peuvent se rendre à un niveau assez avancé avec ces outils. Alors, on arrive au bout du temps qui nous est imparti. On va conclure avec une question par Internet. 2 questions. 2 questions. Okay. La première, est-ce que c'est une bonne stratégie pour une entreprise de recruter via Twitter? Ben, écoutez, pour moi, Twitter, c'est un babillard électronique. C'est une bonne stratégie. Si vous me dites Twitter, seulement Twitter, non. Mais Twitter, ça fait partie de l'ensemble d'une stratégie en ligne. C'est comme si je fais une stratégie, je fais un blog, ou je fais un jeu, ou je fais peu importe, puis je me sers de Twitter pour faire la contagion, si on peut dire.
Et juste Twitter? Oui, il y a des choses qui peuvent être faites, il y a des concours qui peuvent être faits, mais ça dépend de ce qu'on veut accomplir. C'est difficile de répondre à des questions comme ça hors contexte, mais moi, je vous dirais que Twitter tout seul, j'en doute. Pour terminer, est-ce qu'il existe une école ou un centre de formation pour gestionnaire de communauté? Pour gestionnaire de communauté, ben, je ne sais pas c'est qui a posé des questions, mais vous lui direz de m'appeler. On va le former. Il y a un besoin. Bon, Mind Drop, c'est ça. Ou Parfait. le centre d'entrepreneuriat. Merci beaucoup. Ben, ça me fait Je plaisir. pense que c'est bien intéressant. Si vous me permettez 3 petites choses avant de vous laisser partir. N'oubliez pas votre questionnaire d'évaluation, que ce soit dans la salle, en ligne aussi. Le questionnaire existe sous forme électronique. Mettez votre adresse de courriel si vous souhaitez être tenu au courant des activités de la toile. Encore une fois, le courriel reste à la toile, n'est revendu à personne et on s'en sert juste pour vous tenir au courant de nos activités. Vous ne recevrez pas grand-chose. Vous ne serez pas inondé de notre part, rassurez-vous. Toile.coop, c'est notre site internet. Toutes les activités sont là-bas. On est aussi présent sur Twitter. Et le mois prochain, le 26 mai, je vous donne rendez-vous pour, ce sera M. Steve Prou, journaliste, qui s'occupera de cette tribune-là. Et les inscriptions vont être ouvertes dans les prochains jours, je pense. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne fin de soirée.